Merci beaucoup, Cynthia. Donc, d'abord, merci pour l'organisation et pour l'invitation également. Donc, aujourd'hui, on va parler d'assurance, de partage des risques selon différentes perspectives. Comme Cynthia l'a annoncé, je vais en profiter pour prendre quelques minutes pour juste donner une mise en contexte sur le partage des risques et l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées. OK. Donc, il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées dans le partage des risques financiers. Donc, les décisions qui sont prises par certaines ont des impacts sur d'autres et éventuellement, évidemment, sur nous, les consommateurs et les sinistrés. Donc, ici, les quatre principales parties prenantes, donc les municipalités, les provinces, le gouvernement fédéral ainsi que l'industrie des services financiers. Donc, je vais parler un peu plus de l'aspect inondation. Donc, évidemment, c'est un aléa qui est très critique au Québec, qui suscite évidemment beaucoup de discussions. Donc, en termes de responsabilité, donc les municipalités ont des responsabilités qui sont extrêmement importantes, qui ont des liens, qui ont des impacts évidemment sur le risque d'inondation, donc notamment sur l'aménagement du territoire et l'entretien des infrastructures. Les provinces, donc le gouvernement du Québec, donc encadrent les municipalités, s'occupent également de la cartographie des zones inondables et aussi offrent de l'aide financière de dernier recours. Donc ici, on parle principalement de trois ministères, donc le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ainsi que le ministère de la Sécurité publique. Autre acteur extrêmement important ici dans le domaine des inondations, donc le gouvernement fédéral qui offre un soutien financier auprès des provinces et des municipalités via différents programmes. Et ici, ce qui nous interpelle, donc les accords d'aide financière en cas de catastrophe, donc je vais en parler un petit peu plus tard, ainsi que différents programmes pour financer l'adaptation et la mitigation. Et évidemment, l'industrie des services financiers, donc on va parler d'assurance dans ce panel, donc l'industrie des services financiers, les assureurs et les banques, donc ici, donc l'offre de produits d'assurance pour protéger nos biens, nos actifs et, dans le fond, l'offre de prêts hypothécaires pour pouvoir financer l'achat de ces actifs. Donc, dans le domaine de l'inondation, comment ça fonctionne, donc l'aspect protection contre les inondations, l'aspect indemnisation. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance inondation, donc d'un point de vue de l'industrie, c'est une protection qui est facultative. Donc, techniquement, tout ce qui est dommage qui vient de l'eau, donc au-dessus du sol, ou qui vient des égouts, ou qui vient de débordement de cours d'eau. Donc, on peut aller chercher une protection via l'achat d'un avenant. Donc, c'est une protection qui est facultative, mais qu'on doit acheter, donc sous forme d'avenant. Donc, il y a deux conditions à remplir pour pouvoir recevoir une indemnité en cas d'inondation. Donc, il faut être assurable, donc il faut que l'on se soit fait offrir la dite assurance et il faut aussi payer pour cet avenant. Donc, il faut être assurable et aussi être assuré, donc payer pour cette protection. Toutefois, pour les propriétaires qui demeurent en zone inondable, donc tout ce qui s'appelle les inondations par débordement de cours d'eau, c'est assez régulièrement exclu des avenants inondations. Donc, dans ce cas-là, qui va venir en aide aux sinistrés. Donc ici, on a, dans le fond, du point de vue du ministère de la Sécurité publique, on a le programme général d'aide financière. Donc, pour les gens qui sont en zone inondable, par exemple, donc, on a le PGAF, donc le Programme général d'aide financière, qui est administré par le ministère de la Sécurité publique. Donc, la couverture du PGAF pour les inondations, donc on parle de dommages directs provenant du débordement de cours d'eau ou des dommages qui sont causés indirectement par le débordement de cours d'eau. Par exemple, ici, un refoulement d'égout causé par un débordement de cours d'eau. Ce qui est important aussi de se souvenir, c'est que ce n'est pas une assurance, c'est une aide financière. Donc, les indemnités sont principalement pour réparer ou reconstruire le bâtiment ou remplacer certains biens essentiels. C'est une aide financière de dernier recours. Et depuis 2019, dans le fond, a été introduit une limite à vie sur les inondations successives. Donc, une fois qu'on a accumulé suffisamment de pertes, donc incluant l'inondation courante,
Lorsque cette limite est atteinte, donc il y a deux choix qui sont offerts aux sinistrés. Donc, réparer et reconstruire, ou bien relocaliser ou immuniser son bâtiment. Donc, il y a des indemnités qui sont disponibles pour toutes ces options. Mais évidemment, une fois qu'on a touché l'indemnité, par exemple, pour réparer ou reconstruire, il n'y a plus aucune aide financière qui est disponible par la suite. Donc, le gouvernement fédéral, on en parle moins, mais c'est évidemment un acteur très important dans le partage des risques financiers. Pourquoi? Parce que les dépenses qui sont engagées par le gouvernement du Québec via le MSP pour le Programme général d'aide financière sont typiquement éligibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe, donc les AFCC. Donc, c'est quoi les AFCC? Dans le fond, c'est des accords entre chacune des provinces et le gouvernement fédéral pour partager les coûts des dépenses éligibles à cause de catastrophes naturelles. Donc, il y a une formule de partage qui existe, dans le fond, qui est uniforme là, entre chacune des provinces puis le gouvernement pour partager les coûts. Donc, les inondations, par exemple, de 2017-2019 ont été la plupart des dépenses éligibles encourues par le gouvernement du Québec suite aux inondations de 2017 et 2019 ont été quand même en grande partie remboursées via les AFCC par le gouvernement fédéral. Il y a aussi des discussions actives entre le gouvernement fédéral, les provinces, l'industrie, l'assurance pour la création d'un programme canadien d'assurance inondation. Donc, ces discussions ont lieu depuis plusieurs années. Donc, ce programme a été du moins mentionné dans les budgets 2023-2024 du gouvernement fédéral, figure également aussi dans le programme électoral des libéraux. Donc, on attend le budget pour voir s'il y aura suite à ce fameux programme, mais publiquement, ce qui est disponible comme information, donc on parle de la mise en place d'un réassureur public et possiblement d'un programme d'allègement des primes, dont évidemment les détails sont encore à discuter et à régler entre les provinces, le fédéral et l'industrie. Bon, évidemment, on est tous conscients qu'il y a une augmentation importante des coûts. Hein. Vous avez vu le graphique provenant du Bureau d'assurance du Canada précédemment ce matin. Donc, on voit l'augmentation des coûts. Donc, il y a plusieurs sources à l'augmentation de ces coûts. Donc, l'urbanisation rapide, les changements climatiques, évidemment, les précipitations extrêmes qu'on voit de plus en plus souvent. C'est important aussi de mettre en lumière la contribution de l'inflation. Donc, au cours des 5-6 dernières années, l'inflation en termes de construction et de reconstruction a été beaucoup plus importante que l'inflation sur panier de biens conventionnel. Donc, c'est un élément important dans l'augmentation des coûts récentes. Puis, même si on le veut, on ne veut pas nécessairement le faire, on continue quand même tout de même à construire ou du moins, il y a encore une augmentation de valeur importante là, dans les zones à risque d'inondation ou de différents types d'aléas naturels. Donc, tout ça, évidemment, ça met une pression sur ce qu'on appelle l'assurabilité. Donc, moi, de mon côté, je le définis comme la capacité à aller chercher soit une assurance ou de l'aide financière qui vient du gouvernement. Donc, des protections adéquates et à prix raisonnable. Donc, on a vu, par exemple, pour les gens en zone inondable, si on ne relocalise pas ou si on n'immunise pas nécessairement notre bâtiment, donc il n'y a plus d'aide financière ni d'assurance qui est disponible en zone inondable. Donc, ça peut avoir évidemment des répercussions importantes sur les consommateurs. Donc, ça fait en sorte que les consommateurs assument eux-mêmes les risques financiers en cas d'inondation qui pourrait survenir dans l'avenir. Donc, d'où l'intérêt évidemment de soit relocaliser ou d'immuniser adéquatement son bâtiment. Donc, évidemment, avec l'ouragan Debby qu'il y a eu l'an dernier, donc il y a eu beaucoup de discussions là, sur, dans le fond, l'utilisation des sous-sols, l'assurabilité. Donc, il y a eu beaucoup de pression ici au Canada et ailleurs sur l'assurabilité. Donc, on voit des augmentations de primes ou des mises à jour de couverture, donc sur les franchises ou les limites. Bien, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, mais on le voit quand même dans certaines parties du monde, donc même des quartiers aussi, plus localement au Québec. Donc, des retraits d'assureurs de certains quartiers. Et ça, bien, en fait, ce que ça met en lumière, c'est l'importance du rôle du gouvernement, du rôle de l'État ici, pour pouvoir soit réduire le risque ou pallier en termes d'aide financière. Je vais prendre quelques secondes. Donc, Cynthia m'a présenté aussi comme titulaire de la chaire de recherche en sciences actuarielles et climatiques. Donc, c'est quoi tout ça? Donc, c'est une nouvelle chaire de recherche qu'on a créée
à l'UQAM, donc qui se veut collaborative et multidisciplinaire. Donc, Cher qui est financé par 3 des plus importants assureurs de dommages au Canada. Donc, Cooperators, Definity et Intact. Donc, qui au total, les 3 compagnies ont mis 1,5 million de dollars sur 5 ans pour financer différents projets de recherche. Notamment ici, un premier projet pour lequel on est allé chercher 1 million de dollars supplémentaires du CRSNG pour la modélisation des risques liés au climat. Donc, ce matin, on a eu une présentation de l'AMF sur les risques physiques et les risques de transition. Donc, le rôle d'actuaire, le rôle des scientifiques du climat, le rôle des ingénieurs, donc, est super important ici dans la quantification des risques liés au climat. Et c'est un peu le rôle ici de la chaire de pouvoir travailler avec différents experts. Puis, évidemment, le rôle de l'actuaire ici dans la société est extrêmement important pour la viabilité de l'assurance, des régimes de retraite et des programmes publics. Et cette chaire a aussi un comité aviseur, donc avec une représentation de différentes parties prenantes, soit au gouvernement du Québec, au niveau fédéral, donc d'autres organismes également. Donc, lorsque le site web sera en ligne, donc la composition du comité aviseur sera rendue publique. Donc, je vous remercie pour votre temps et par la suite, je vais